Alexandrine Leclerc, bienvenue. Vous avez 46 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes professeure de lettres C'est ça. orléanaise, vous habitez dans le quartier Saint-Marc et vous êtes enseignante au collège de l'Argonne. Tout ça, c'est vrai. Vous êtes adjointe à la mairie d'Orléans, déléguée à la famille et à la solidarité depuis 2008 et vice-présidente au conseil départemental du Loiret, déléguée à l'enfance, aux personnes âgées et au handicap. Vous appartenez au courant politique de l'UDI, l'Union des démocrates et des indépendants. Oui. Vous êtes professeur de lettres, vous avez une formation de lettres. Vous êtes face à des élèves, des collégiens qui se demandent souvent sans doute ce qu'ils font là et pourquoi ils viennent au cours de lettres et à d'autres. Est-ce que vous, il y a dans la littérature ou dans l'histoire de la littérature un texte, un courant ou une œuvre que vous voudriez absolument faire passer vis-à-vis d'eux pour qu'à la fin de votre carrière, vous puissiez vous dire « ça au moins, ça me tenait à cœur et c'est passé ». Belle question. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'essaie vraiment, avec mes élèves, de travailler ce que l'on appelle les textes patrimoniaux. C'est mon rôle, hein. J'enseignais parce que je suis en disponibilité pour justement exercer mes mandats à temps plein. Mais jusqu'à l'an dernier, j'étais enseignante encore. Et j'essaie vraiment de leur faire passer les beaux textes de la langue française. Par exemple? Par exemple, vous prendre un exemple, en 3e, j'étudie Antigone Danouilles parce que c'est une femme, c'est une résistante et voilà, et pour moi c'est un très beau texte à travailler avec eux. Et c'est un texte qui leur parle? Oui, quand on vulgarise. Et déjà la langue danouille est une langue contemporaine, elle est tout à fait compréhensible, mais quand on vulgarise et qu'on apporte les explications nécessaires, les élèves s'emparent du texte et se font même un plaisir d'après d'interpréter des scénettes. Alors des lettres à la situation sociale, c'est la délégation qui est la vôtre au conseil départemental. Une première question avec Sophie Deschamps. Alors justement, vous avez en charge, nous l'avons dit, hein, l'enfance, les personnes âgées et les handicaps. Mais dans le programme, la feuille de route du conseil départemental pour les prochaines années, il y a cette notion de mieux vivre ensemble. Et elle passe cette semaine par la proposition d'une mutuelle santé complémentaire pour tous. C'est une première en France. Qu'est-ce qui sous-tend ce projet, cette proposition du Loiret, Alexandrine Leclerc? Le département a été confirmé par la loi NOTRe comme l'acteur principal des solidarités, que ce soit les solidarités territoriales ou les solidarités humaines. Ce qu'on appelle l'action sociale? L'action sociale dans son ensemble. Et les élus, que ce soit les conseillers départementaux ou les élus des conseils municipaux, en tout cas dans ce département, mais je pense partout en France, sont régulièrement interpellés par les concitoyens sur la question de la santé. Se soigner, ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher, et on voit au fur et à mesure finalement des personnes, des habitants qui renoncent aux soins. Et donc nous, on s'est posé la question de comment faire pour accompagner finalement au mieux ces personnes qui, faute de complémentaire santé, en fait, renonçaient aux soins parce que du coup, les remboursements n'y étaient pas et donc ils n'allaient pas vers le soin. Alors c'est 10% des Loiretains aujourd'hui qui n'ont pas de mutuelle santé? Aujourd'hui, l'estimation effectivement montre qu'entre 5 à 10% des Loiretains n'ont pas de complémentaire santé. C'est important? Oui, c'est important. Sur 650 000 habitants, oui, ça représente un certain nombre de personnes. Entre 32 000 et 65 000 personnes. Ben voilà. Alors justement, puisqu'ils renoncent à se soigner ou ils renoncent à prendre une mutuelle, comment est-ce qu'on arrive à les mesurer s'ils ne sont pas là? Quel instrument de mesure on a? C'est une étude Oui, c'est une étude qui a été menée. C'est une projection. Moi, je veux bien croire à ces chiffres, parce que je connais effectivement autour de moi des personnes qui n'ont pas de complémentaire santé. Alors, que propose le département et comment vous faites pour proposer des mutuelles moins chères que les autres, puisque c'est ça le but? C'est ça le but. En fait, lorsque les personnes sont aux minima sociaux, ils ont, de façon pratiquement automatique, la CMU-C. Donc ça ne concerne pas ces personnes-là. Couverture maladie universelle.
Ensuite, il y a aussi toute la population qui est salariée et l'entreprise a, depuis une loi dernière, l'obligation de proposer une complémentaire santé à ses salariés. Mais en fait, il existe toute une catégorie de personnes qui ne relèvent ni des minima sociaux et qui ne sont pas salariés. Si l'on prend les jeunes qui ne sont pas étudiants, si l'on prend les personnes âgées, si l'on prend les travailleurs intérimaires, même les travailleurs indépendants, ben voilà. Et effectivement... Donc d'où cette proposition voilà, du département. Merci. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce que le département peut faire en fait pour aider ces personnes. Et nous avons regardé ce qui se faisait déjà à l'échelle de quelques communes en France. Ces communes avaient conventionné avec l'association Axiom, qui existait déjà, et c'est cette association qui est chargée de négocier auprès des assureurs et des mutuelles, en fait, des tarifs négociés. Et donc, on s'est posé la question, une collectivité comme le département, puisque les communes le font, est-ce qu'elle peut le faire aussi ? Il s'avère que c'était possible, réglementairement, donc on est allé dans cette direction. Et effectivement, le département a conventionné avec l'association, et c'est l'association qui propose les contrats et les niveaux de garantie différents. Donc cette mutuelle, elle est déjà disponible depuis le début de la semaine, c'est ça ? C'est ça. Donc il y a 3 contrats avec 10 niveaux de garantie différents, et après, donc les habitants vont soit consulter le site internet mondépartementmasanté.org, soit appellent un numéro dédié, le 02 46 72 01 62, ou sinon il y a des permanences dans les maisons des départements, même dans les mairies et les CCAS, pour que les habitants puissent finalement voir quel est le niveau de garantie, le contrat qu'ils veulent prendre. Alors même sur RCF, il y a quand même l'avocat du diable, et particulièrement, mais on va vous dire, voilà encore une dépense supplémentaire pour le conseil départemental, alors qu'on est déjà à flux tendu dans les budgets. Est-ce que ça coûte 1 euro minimum au conseil départemental ou pas ? Alors en fait, effectivement, vous le disiez vous-même, les budgets des conseils départementaux sont extrêmement contraints. Donc l'idée était comment faciliter l'accès à une complémentaire santé sans qu'effectivement ça ne coûte au département. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes passés par l'association qui, par un effet de masse, en fait, plus il y a de contrats, moins le coût de la complémentaire finalement est élevé et donc plus elle est accessible. Et c'est cet effet de masse qui fait que du coup cette complémentaire santé est plus accessible pour les citoyens. Mais effectivement, pour le département, ce n'est pas venir abonder financièrement au dispositif. Nous en faisons la promotion, nous en faisons la communication, nous mettons des locaux à disposition des référents d'Axiom dans le département pour qu'ils puissent communiquer et informer les citoyens. Vous avez déjà beaucoup de demandes cette Alors, semaine ? avant même que l'on communique fortement cette semaine, il y avait 400 personnes qui avaient déjà pris contact. Et là, c'est vrai que depuis le début de la semaine, on voit un appel, on voit les appels et les demandes de rendez-vous qui affluent. Frédéric Sabourin. Oui, juste pour apporter une dernière précision et à échanger de sujet après, il faut quand même adhérer à Axiom, mais c'est quand même assez modeste puisque c'est 1 euro par mois, 12 euros par an. C'est ça. Oui, et c'est ça. ce qui permet d'ailleurs aussi à l'association de vivre, parce que Bien sans sûr. ça, cette association Bien ne vivrait pas d'eau, Oui. d'amour et d'eau fraîche. Oui. Et puis, entre 20 et 25% de rabais, si on peut dire, sur le prix d'une mutuelle classique. Tout à fait. C'est ça qu'ils arrivent à obtenir Exactement. grâce à cet effet Exactement. On a de masse. C'est l'exemple. important de le dire pour les auditeurs parce que ça donne Tout à une fait. idée quand même de On la a un fourchette. exemple d'un couple retraité. Par rapport à leur mutuelle qu'ils avaient jusqu'alors, ils ont un gain de 100 euros par mois. Oui, c'est considérable. Donc sur des ressources on va dire plutôt modestes d'un couple de retraités, ça a quand même un effet pouvoir d'achat bénéfique. Alors on passe à l'aide à domicile, Alexandrine Leclerc. Justement, restons dans le domaine des retraités. Il y a beaucoup de sujets et on voit qu'actuellement le tarif horaire demande à être revalorisé. Alors est-ce que le département va le faire ? Alors c'est vrai que jusqu'en juin dernier, le département proposait au monde associatif, enfin aux structures d'aide à domicile, un tarif à 19,38. Lorsque nous sommes arrivés, en fait, élus à l'Assemblée, la nouvelle Assemblée départementale, c'est la première chose sur laquelle nous avons été alertés. Et donc nous avons travaillé en fait en lien avec
avec les structures et nous avons aussi parallèlement regardé ce que le budget nous permettait. Et donc, nous avons proposé à la session de juin une légère augmentation en fait des tarifs horaires, ainsi qu'une distinction d'ailleurs entre semaine et dimanche et jours fériés. Donc nous proposons aujourd'hui un tarif à 20 € la semaine au lieu de 19,38 et à 21 € l'heure au lieu de 19,38 pour les dimanches et jours fériés. On suppose que les associations demandaient un peu plus. Elles demandaient un peu plus, mais c'est vrai qu'on a tellement un budget contraint que je voulais vraiment aller montrer l'effort, aller les écouter, les entendre. Donc on a fait, j'allais dire, ce qu'on a pu. Ce qui ne veut pas dire que non plus que ce tarif est figé. On peut regarder à nouveau une très très légère augmentation en 2017. On est en ce moment on est en discussion budgétaire, donc on va voir l'effort que l'on peut poursuivre. Parce qu'on voit que l'aide à domicile aujourd'hui est en crise et on le voit cette semaine avec justement l'ADAPA, une association d'aide à domicile qui est placée en redressement judiciaire à Sully-sur-Loire. Oui, j'ai vu l'article aussi et j'en avais connaissance. Le département est vraiment aux côtés des structures pour pouvoir les aider. On imagine aussi effectivement des fusions, des mutualisations. On essaie vraiment de trouver toutes les marges possibles pour que ces structures puissent vivre, parce que de toute façon, nous avons des besoins sur le territoire et il n'est pas question que des personnes âgées se retrouvent sans aide à domicile. Mais comment on fait pour mutualiser l'aide à domicile? Ça veut dire un recoupement d'associations pour qu'elles soient plus solides? Certaines associations effectivement se regroupent et ce qui fait qu'en fait il y a une rationalisation des services supports, par exemple de la comptabilité, du secrétariat. Après il y a une meilleure organisation aussi dans les remplacements des personnels. Voilà, c'est toutes ces questions en fait qu'elles se posent, les structures, mais que nous on accompagne aussi pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Quand on ne peut plus rester à domicile, on va dans un EHPAD, Oui. On réexplique ce que c'est les anciennes maisons de retraite. Voilà, des maisons de retraite médicalisées. Un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Alors les EHPAD vont faire l'objet, c'est une compétence du conseil départemental, vont faire l'objet d'un grand plan de, comment on peut dire, restructuration, rénovation. Voilà. Oui. On peut expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, le plan EHPAD que l'on appelle le plan Bien Vieillir, en fait, fait partie de toute la politique de l'autonomie des personnes âgées autour de la gérontologie. Et effectivement, dans notre feuille de route, on s'est engagé à restructurer, rénover 24 établissements. Ça a commencé, ça a commencé. Il y a 3 EHPAD départementaux qui sont en cours de finalisation dans sa rénovation. Oui, qui sont la propriété. La propriété du département. Quant aux autres, ils sont soit associatifs, soit publics, hospitaliers, soit privés. Donc là, les montages en fait sont différents selon aussi leur statut. Le département met 20 millions sur le mandat pour accompagner les structures qui sont sujets à restructuration et rénovation. Ce ne sont pas les seuls partenaires financiers. On étudie parallèlement le projet finalement de chacun des établissements, à savoir s'ils seront une maison de retraite médicalisée dite classique ou s'ils veulent des unités, on va dire spécialisées, unité Alzheimer, unité... c'est vraiment divers. Donc il y a le projet d'établissement et à côté de ça, il y a aussi le plan de financement qui est à construire avec chacun des établissements. Donc ça, c'est en cours. Les visites techniques se déploient sur tout le département. Nous avons pratiquement terminé le tour des établissements. Il y en a 23 dans le Loiret. Voilà. Donc, alors, il y a plus d'EHPAD que cela, mais concernés par le plan Bien Vieillir, il y en a 24. Donc, on est en cours de finalisation aussi de chacune des visites techniques. Maintenant, on est sur les plans de financement. Comment s'élaborent finalement ces investissements ? Et qu'est-ce que souhaite chacun des établissements pour finalement bien vieillir pour nos anciens. Mais est-ce qu'il y a assez d'EHPAD aujourd'hui dans le Loiret ou est-ce qu'il faudrait en construire d'autres ? Non, il y en a assez. Il y en a assez. Malgré les chiffres qui nous disent qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées dans notre pays. Oui, mais c'est une réalité. Les projections que nous avons sur le Loiret donnent un chiffre de 35,8% en 2030 de 60 ans et plus.
Donc, comme on vit plus longtemps, on peut imaginer que ces 60 ans, en 2030, auront 80 en 2050, et effectivement, il y aura des besoins. Mais en même temps, on peut aussi imaginer des solutions intermédiaires qui consisteraient à faire des temps en maison de retraite médicalisée et des temps à domicile, avec un renfort des soins, on va dire du médical, sur le domicile. C'est ce qu'on appelle un hôpital de jour. C'est pas tout à C'est fait pas un tout à fait hôpital de pareil. jour. Non, non, c'est pas tout à fait C'est-à-dire, pareil. les gens iraient une partie du temps Tout à fait. On peut imaginer dans que une les maison personnes, médicalisée, puis ils voilà, reviendraient chez eux. ça peut être quelques Des mois dans des une maison de courts-séjours. retraite médicalisée, des courts séjours, avec un retour à domicile. De toute façon, les personnes les plus âgées souhaitent vieillir À domicile, et à on est domicile d'accord. et même rester et même mourir chez elles. Ça demeure compliqué quand même, parce que si vous passez 3 mois à l'hôpital et que vous revenez chez vous, qui s'occupe de votre chez vous quand vous n'êtes pas là? Il faut avoir les enfants sur place. Il y a les C'est aidants. pas toujours Il y évident. a les aidants. Comment on Les peut aidants, résoudre ça peut Oui. être la famille, Pour mais ça peut ouvrir, être aussi des passer l'aspirateur, professionnels. entretenir. Donc, vous savez, les aidants ont besoin de répit aussi. Oui, justement, vous parlez des aidants. C'était la journée mondiale des aidants hier. Et justement, on voit qu'actuellement, ils touchent 200 € quand ils abandonnent leurs activités. C'est très peu. Et il y a peut-être un statut de l'aidant. Alors, il existe, mais il est peut-être à améliorer aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Oui, il va être amélioré puisque la loi de l'adaptation de la société au vieillissement qui a été votée en décembre 2015 reconnaît le statut effectivement de l'aidant et améliore nettement les conditions justement de vie et de ces aidants. Donc effectivement, ce sont une amélioration des conditions financières, mais aussi, et je le disais à l'instant, le droit au répit. On le voit, les aidants sont parfois plus épuisés et partent avant, quand c'est un conjoint, Oui, parce la que personne qui est malade. Ça peut arriver. Ça C'est peut du arriver. 24 heures sur 24, la prise en charge. 24. Et c'est renforcé dans le cas de pathologies lourdes liées à la maladie d'Alzheimer, etc., Et oui. où les Et oui. personnes deviennent Oui, elles-mêmes oui. quasiment dans Donc le c'est même pour état. ça qu'il faut vraiment aller vers l'innovation, c'est-à-dire de l'accueil de jour, mais de l'accueil temporaire, des courts séjours, retour à domicile. Voilà, il y a Tout ça, ça a un coût. Comment on finance ça? tout Parce ça, que vous avez ça- dit tout à l'heure 20 millions d'euros par le conseil Pour les départemental. EHPAD. Voilà. Mm. Et c'est pas la seule source de financement. Non, Donc les non, autres, non. c'est le Non, non. ministère de la Santé, Il y a le par le biais CNSA. des. C'est le CNSA. Le CNSA. Oui, oui. C'est oui, quoi oui. le CNSA? Enfin, en Je gros. connais. Oui, en fait, c'est toutes. Ce sont des enveloppes qui accompagnent toutes les politiques de l'autonomie. D'accord. Frédéric. On va parler des mineurs étrangers isolés sur le sol français. C'est un chiffre que des auditeurs d'RCF ont déjà entendu parce qu'on l'entend partout. À Calais, en ce moment, il y a entre 900 et 1000 mineurs isolés qui sont livrés à eux-mêmes, à tous les trafics et à tout ce qu'on imagine d'absolument dégueulasse. Ils sont dispatchés un peu partout en France et sous justement la responsabilité après du conseil départemental qui s'occupe de ces mineurs. Il ne s'agit pas ici de faire de la polémique, il s'agit d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec ces mineurs quand ils arrivent dans un département, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est la perspective pour eux. Ils veulent absolument aller en Angleterre parce que souvent s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont de la famille là-bas, donc ça paraîtrait normal qu'ils la rejoignent, mais ils sont coincés là, maintenant qu'est-ce qu'on en fait, comment vous faites? Alors en fait, ils sont coincés là parce qu'ils sont mineurs. Bah oui, Et donc effectivement, c'est la compétence des conseils départementaux de les prendre en charge. Alors parfois, ils sont réfractaires. Il est vrai, mais en même temps, quel soulagement aussi pour eux d'être pris en charge et d'avoir quand même des adultes qui s'occupent d'eux. Il faut savoir que aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a encore quelques mois, chaque département avait des mineurs isolés, un nombre en fonction de la population. Nous étions, pour le département du Loiret, nous devions recevoir autour de 55 mineurs isolés. Aujourd'hui, nous en sommes au triple. Il y a 150 à peu près mineurs isolés dans le département. Oui, ça c'est la proximité de la région parisienne notamment. Oui, mais pas que. De toute façon, les mineurs, comme vous le disiez, de Calais, ils sont orientés dans différents départements. Donc, on attend de toute façon d'autres mineurs isolés qui vont arriver dans chacun des départements et dans le Loiret. alors ils vont où? Qu'est-ce Comment qu'on ça en se fait? passe En fait, des mineurs qui ont moins de 16 ans, ils sont placés dans les foyers en fait pour enfants mineurs, ce qu'on appelle les maisons d'enfants à caractère social. Pour les 16-18 ans, soit il reste encore des places dans ces maisons à caractère social, soit ils vont dans les FJT, les foyers de jeunes travailleurs,
Et s'il n'y a plus de place dans les foyers jeunes travailleurs, ce sont les structures hôtelières. Et en général, on les met groupés, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient non plus isolés. Donc ils sont 2, 3, voire 4. Mais ça, ce sont vraiment pour les plus grands, qui sont proches de la majorité et déjà dans une perspective d'autonomie. Alors justement, quand ils arrivent à la majorité, ils n'ont plus le droit à rien. C'est assez brutal. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système de transition plus doux ? Alors, ils ont quelque chose, puisque le département, lorsqu'il a cessé sa politique, enfin, son dispositif de contrat jeune majeur, a remplacé par une allocation d'insertion. Ce qui veut dire que un ex-mineur isolé qui devient majeur, lorsqu'il est en insertion, formation, que ce soit un CAP, ou n'importe quelle formation d'ailleurs, est accompagnée par une enveloppe qu'on appelle l'Agile au titre de l'insertion. C'est à peu près 400 € par mois. Mais il faut qu'il fasse une demande d'asile ou pas? Alors, il faut après, au niveau de la préfecture, effectivement, qu'il devient en fait, comme tout demandeur d'asile, majeur. Et À sa majorité. Avant, il est accueilli, quelle que soit sa condition. Oui. Mais dès qu'il devient majeur, il doit faire les mêmes démarches que tout demandeur d'asile majeur auprès de la préfecture, qui délivre ou non les papiers. Vous en avez 150 aujourd'hui. Vous en avez, c'est pas vous, mais enfin, nous en avons 150 sur le département du Loiret. Est-ce qu'on en attend d'autres dans les semaines à venir? On en attend d'autres, justement, puisque de toute façon, les 900 à 1000 dans le Calais vont être répartis sur le territoire. Alors Alexandrine Leclerc, il nous reste 3 minutes. On va dire un mot de votre candidature aux législatives, puisque vous avez décidé de vous présenter dans la 6e circonscription sous la bannière UDI face à une certaine Valérie Corre. Pourquoi vouloir vous lancer dans cette course aux législatives ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au vu de mon expérience en tant qu'élue aux affaires sociales pour faire large, je pourrais apporter au niveau des lois et de l'Assemblée nationale des changements, des modifications et des améliorations sur ce point. Et puis, depuis maintenant quelques années, depuis que l'UDI en fait a été créée, nous sommes toujours partis, nous avons noué des alliances avec les Républicains, que ce soit au municipal, au départemental, au régional, et qui se sont bien passées ces alliances. Et donc l'UDI demande à ce qu'il y ait au moins une circonscription sur les 6 qui soit réservée finalement à l'UDI avec le soutien des Républicains. Oui, mais ce n'est pas la 6e circonscription, parce que ça ne vous aura pas échappé, et ça n'a pas échappé à grand monde, qu'il y a Valérie Corre, Parti Socialiste, il y a vous pour l'UDI, mais il y a aussi M. Fautra des Républicains. Alors, dès le premier tour, vous allez partir désunis? Non. C'est un coup à se casser la figure? Non, ce ne sera pas le cas. Puisque vous allez trouver un arrangement? Bien sûr, puisqu'il est prévu de toute façon qu'après la primaire, il y ait une clause de revoyure pour justement redéfinir quel sera le candidat de l'union de la droite et du centre qui portera les couleurs de l'union de la droite et du centre. Donc M. Fautra a eu l'investiture LR, j'ai eu l'investiture UDI, ça reviendra sur la table au moment des négociations.